Merci beaucoup Alain pour l'invitation, pour l'aimable introduction. Je me présente à vous ici. Ah, là. Je présente à vous en toute humilité. Et quand je dis je ne suis pas tout seul ici parce que j'ai dénombré un certain nombre de membres du staff ou des mandataires de l'ordre. Je vois Alain, je vois Albert, je vois dans la salle Julien au fond. Je vois Cathy. J'espère que je n'en oublie pas trop. Mais donc, il y a pas mal de monde ici qui est également impliqué dans la création de l'ordre. Donc, j'aurais vous préféré vous soumettre si je considère que vous êtes mes parents, j'aurais préféré montrer un bulletin un peu plus rose, un peu meilleur. Mais bon, c'est comme pour ça que je dis, c'est en toute humilité que je vais donner un rapport de la situation actuelle et pour mieux communiquer avec vous, pour vous montrer ce que nous sommes occupés à faire. Votre président m'a expliqué coup de tracasse pas, Jean-Yves. Toute organisation, quand elle se lance, il lui faut 3 à 5 ans pour être vraiment opérationnel. J'espère qu'il a tort parce que dans 5 ans, ben, c'est déjà la fin de mon mandat. Donc ça voudrait dire que je dois partir quand je serai opérationnel. Ben, c'est un peu ça, c'est un éternel renouvellement. Ou la suivante aura plus de chance. C'est comme ça. Mais il est indéniable, selon moi, que l'ordre est une avancée majeure pour la profession de géomètre expert. Je pense que la majorité des gens ici le pensent aussi. Mais il est évident aussi qu'il y a un nombre d'effets collatéraux qu'on n'avait pas estimés, qu'on n'avait pas prévus, pour lesquels nous sommes bien désolés, mais c'est comme ça. On ne peut pas, en un claquement de doigts, changer une législation et changer les règles applicables, même si on le souhaite. Encore une fois, Alain, merci pour l'invitation et aussi pour l'introduction. Mais je ne suis pas d'accord quand tu dis que je ne suis pas d'accord avec le mot syndicat. Je trouve que c'est une bonne approche. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est un syndicalisme d'opposition. Je pense qu'il faut travailler en collaboration. Et moi, je n'arrête pas de rêver du modèle du notariat belge, où je pense qu'il y a une bonne collaboration entre leur ordre, donc les chambres provinciales et nationales, et la Fédération des notaires. Et d'ailleurs, quand on écoute dans les nouvelles, on n'entend parler que de la Fédération des notaires et pas de l'ordre. Et moins on entend parler de l'ordre, mieux tout le monde se porte. Et comme l'a dit aussi Alain, on n'est pas là, certainement pas là pour concurrencer les associations professionnelles. C'est dans mon ADN. Moi, je suis dans l'association professionnelle à l'UGEP, d'ailleurs, je suis chez moi ici, depuis 1992 et je n'ai eu de cesse que de défendre les associations professionnelles. Donc, c'est pour ça que dans la loi, même si c'est peut-être un peu mal exprimé, l'ordre veille à des formations qualitatives, mais ce n'est pas l'ordre qui les organise. L'ordre doit veiller à ce qu'elles soient qualitatives et elle demande aux associations professionnelles de s'en charger. Ça ne veut pas dire que c'est ainsi à tout jamais, donc il pourra y avoir des formations spécifiques qui seront organisées par l'ordre, mais ce n'est certainement pas sa vocation première et encore moins sa priorité actuelle. J'ai déjà bien entamé l'introduction, mais bref, historique, vous vous rappelez, j'étais ici il y a un an, c'était le 15 novembre. J'étais encore fraîchement élu, un mois après les élections, avec certaines idées. J'espérais que ça allait démarrer sur les chapeaux de roue, mais déjà là, on avait la mauvaise nouvelle que malheureusement, on avait fait le raz-de-marée au niveau des élections, donc il n'y avait aucun représentant de la Confédération au sein des mandataires, ce qu'on déplore encore aujourd'hui. Et donc, malheureusement, on a dû attendre les 60 jours du Conseil d'État avant de vraiment se mettre en route, parce qu'on s'attendait à des recours au niveau du résultat des élections. Donc, vous comptez bien, 17 ou 18 octobre, plus 60 jours, ben, on était à la fin de l'année avant qu'on ait vraiment pu commencer. Et si c'était à refaire, si on devait recréer un ordre d'ici peu, mais j'espère que non, mais on ne ferait plus jamais les élections au mois d'octobre. Il faut faire ça plus tôt pour donner une période de cohabitation des conseils fédéraux et de l'ordre pendant plusieurs mois afin d'être fin prêt au 1er janvier de l'année où on doit entrer en action. Donc on a eu la confirmation. On a commencé à vraiment bosser à partir de mi-décembre, janvier. Et maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous donner un peu la situation. Je sais que, à gros point faible, que je vais aborder l'exposé avec ça. Mais d'abord, vous pouvez, je comprends que vous pouvez vous dire
tout ça pour ça? Est-ce qu'on a fait toute cette lutte pour n'avoir que ça comme résultat? Et je pense, et je ne cherche pas d'excuses, et je n'aime d'ailleurs pas les gens qui invoquent la loi de Murphy, mais je pense que nous sommes abonnés à la loi de Murphy. La loi de Murphy dit que tout ce qui peut mal tourner tournera mal. C'est comme ça. Une tartine qui tombe côté confiture par terre, ben c'est la loi de Murphy. Et ça invite donc à la prudence dans la gestion journalière d'une organisation comme l'Ordre. Parce que c'est pas, je l'ai encore dit ce matin, on n'est pas en train de jouer au billes dans une cour de récréation. On parle d'une profession de 1785 professionnels c'est important pour leur profession, mais c'est également important pour leurs clients et pour toute, je vais dire, pour toute la société belge. Hein, on ne peut pas sous-estimer l'importance de l'ordre et parfois je constate que quand même que ça se fait. Alors, je vais vous donner une anecdote. J'espère qu'elle va apparaître. Mon anecdote, ça n'avance pas. Ah voilà. La massie, pour vous dire, c'est vraiment une anecdote, mais pour vous dire, la loi de Murphy, nous avons commandé au mois d'août une machine à café pour le personnel et pour les invités de l'ordre. On vient de la recevoir la semaine dernière. Elle a été livrée pourtant début septembre. Eh bien, elle était arrivée à l'ordre des architectes et nos braves amis des architectes n'ont rien dit. Et nous, on a cherché, on a même presque téléphoné au Vatican parce que de Longhi, c'est une machine italienne. Donc, on était en communication, enfin pas moi, mais on était en communication avec Rome. Et finalement, un inspecteur d'UPS est venu et a trouvé la machine à l'ordre des architectes. Donc, c'est vous dire, ce qui peut tourner mal, mais tourne mal. C'est ce qu'on vit actuellement. Alors, la faiblesse principale, et j'en suis co-responsable, enfin j'en porte la responsabilité en tant que président, c'est que nous communiquons mal. Ça, je le concède. Je vais vous dire qu'on a quand même pris certaines initiatives, parce que quand de l'autre côté on nous dit, mais vous ne communiquez pas, on a encore rien entendu, c'est pas correct non plus. Donc il faut garder l'église au milieu du village, mais nous communiquons mal, ça c'est certain, et nous allons essayer d'améliorer ça. Pardon, j'étais trop vite là. Enfin, en tout cas, là, ça, c'est la première communication qu'on a faite. Ça, vous devriez l'avoir vu. Vous avez envoyé nos meilleurs vœux. Et euh, en même temps que les fleurs, on a envoyé le pot de fleurs avec la cotisation qui allait sans doute s'élever aux environs de 850 euros. Donc, on vous a annoncé ça début janvier. Et on a fait toutes sortes d'autres activités de communication. Et je ne veux pas ici dire que finalement, on a quand même bien communiqué. Non, on a mal communiqué, mais là, ce sont toutes les activités dans lesquelles nous avons essayé d'entrer en contact avec vous. J'ai dit Nouvel An, l'invitation à l'inauguration des bureaux le 16 mai. Tout le monde l'a normalement reçu et on était nombreux, je ne sais plus exactement combien, mais on était quand même 150, je pense. Ben, ça ne fait qu'une petite partie des géomètres experts, maximum 10%. On communique beaucoup avec les mandataires effectifs et suppléants, donc on leur envoie un maximum d'informations. En tout cas, les PV des réunions du Conseil national leur sont envoyés avec la demande, non pas de les diffuser, mais bien de les commenter et de les expliquer autour d'eux. On a la concertation sectorielle, donc on s'est vu 2 fois avec l'UBGE et la CRGE, et on essaye de mettre en place des projets communs, comme par exemple les codes NASBEL, dont je vais vous parler tout à l'heure, si nous avons le temps. Nous avons, tout seigneur, tout honneur, ici à côté de moi, le président de la commission de formation professionnelle qui a été lancée, elle s'est réunie 2 fois. Ça démarre vaille que vaille, c'est très compliqué. On a aussi élargi la réflexion au monde académique et au secteur, donc les associations professionnelles. Et je viens d'annoncer à Alain que nous avons budgétisé pour l'année prochaine 43, 45 réunions de cette commission de formation professionnelle. Hein, donc ça va commencer à vive allure parce qu'il y a des besoins à ce niveau-là. Je peux vous en parler et Alain mieux que moi. Nous vous avons envoyé la douloureuse. Donc, les indépendants, enfin, nous vous avons, c'est pas tout à fait correct, 50% des demandes de paiement de cotisation ont été envoyées au niveau national. Tous les indépendants néerlandophones l'ont reçu parce que notre trésorière est néerlandophone. Elle a commencé pour essayer de maîtriser la bête. Elle a commencé avec le groupe qu'elle connaissait bien. Ensuite, les francophones, nous sommes déjà maintenant quand même presque à la moitié des indépendants francophones qui ont reçu leur facture.
et on met les bouchées doubles pour que toutes les... Enfin, j'ai dit facture, c'est pas correct, c'est un appel à cotisation. Et nous mettons les bouchées doubles pour que ces appels soient lancés avant la fin novembre. On a aussi mis en place un conseil national miroir, donc on a 10 conseillers nationaux qui se réunissent tous les mois. Julian en fait partie. Nous sommes réunis jusqu'à présent 9 fois cette année, oui, une 10e fois en décembre. Et ben, les suppléants sont un peu au chômage et on a décidé que tous les trimestres, on allait informer les suppléants également avec un conseil national miroir afin que ces derniers aussi puissent décupler la communication des informations vers leurs collègues. Et puis, nous avons entamé, et c'est d'ailleurs aujourd'hui que ça se fait, nous entamons une campagne d'information de fin d'année dans les associations où nous essayons de prendre la parole pour expliquer où nous en sommes. Mais je pense, et que je l'ai dit, je reste optimiste et volontariste. Je pense que la marche en avant est inexorable. Et vous voyez ici une petite carte avec tous les pays européens. D'abord en vert, ce sont les pays européens où c'est le service public qui gère tout ce qui est le travail des géomètres experts. En Allemagne, c'est hybride parce qu'il y a quand même beaucoup d'indépendants qui travaillent, mais c'est quand même très public. Et puis, vous voyez en orange les pays qui disposent d'un ordre professionnel. Et en jaune, ce sont les pays qui se sont dotés d'un ordre en 2024 ou en 2025. Donc la Belgique, la Tchéquie et la Roumanie. Donc c'est un mouvement qui est en marche et qu'on essaye de généraliser. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Voilà que commence la partie problématique. Je prends de l'eau pour pouvoir réfléchir. Euh, on a repris les activités du Conseil fédéral et ça, c'est le plus gros travail en fait. Euh, Tout le monde pense à 25 euros et les conseils fédéraux tournaient, etc., etc. Ok. Mais il faut savoir que les 25 euros ne couvraient pas, et de loin pas, le fonctionnement des conseils fédéraux, puisque c'était payé par le SPF Économie sur le budget du SPF Économie avec de l'argent de vous et de tous les citoyens belges. Ici, ce qu'on a fait, c'est le prix de l'indépendance de la gestion de notre profession, ben, c'est de devoir payer des cotisations plus chères que vous payez. Mais ne nous cachons pas la face, ce sont vos clients, a priori, qui devraient les payer. Alors, on a repris ce travail et pour reprendre ce travail, nous avons rapidement mis en place les chambres exécutives. Les chambres exécutives sont en fait la prolongation des conseils fédéraux. Nous avons aussi engagé du personnel, c'était indispensable bien entendu. Nous avons fait des développements au niveau informatique, je vous montrerai la pointe de l'iceberg aujourd'hui. Nous avons sélectionné des bureaux et nous les avons aménagés et nous avons mis en place un suivi administratif et financier de l'ordre. Et nous avons fait d'autres choses, ne vous tracassez pas. Ici, vous voyez une photo de la Chambre exécutive néerlandophone qui est en place, qui travaille et qui défend jalousement son indépendance. Et ça ne vous sera pas étranger. Dans une démocratie, il y a l'indépendance des pouvoirs. Et donc, il y a les chambres exécutives. Albert en fait partie. Euh, et c'est présidé par l'ancien président, donc pour les francophones, par l'ancien président des conseils fédéraux, ce qui est un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est qu'il est rodé, il connaît plus ou moins la musique. Le désavantage, c'est qu'il reste parfois accroché dans ses concepts de totale indépendance. Il ne veut donc aucune ingérence et il n'aime pas voir débarquer le juriste de l'ordre pour donner des conseils, alors qu'on veut se limiter à des conseils et alors que les membres ne sont pas opposés à la présence du juriste. Je ne parle pas de la personne, mais de la fonction. J'ai des chiffres pour vous donner le fonctionnement et ce qu'on a fait cette année, mais ça, je n'en parlerai que si nous avons le temps. Alors, nous avons engagé du personnel, donc 2 agents administratifs qui sont également les greffiers. Nous avons une juriste bien bilingue qui est la responsable du service juridique. Et encore à pourvoir, et ça c'est là où le bas blesse, le poste de directeur, on a eu un couac. On avait presque engagé une personne et finalement il y a eu une opposition, enfin une impossibilité de recruter cette personne et donc on a dû recommencer à zéro et donc on a dû répartir la tâche du directeur entre les membres du bureau et je peux vous dire que j'en bave. Je peux... Voilà, ça c'est les personnes qui sont sur le site, donc vous voyez
Kirsten Tavernier, qui est chef du service juridique, Nicolas Passoli, qui est le greffier néerlandophone, alors qu'il est de la Louvière, mais il est quand même bon bilingue, et Julian Verstappen, qui est le francophone. Je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Voilà, ça, les fabuleux, un site fabuleux, des travaux importants, bon, pas énormes, mais importants quand même. Il y a eu des questions à ce sujet, donc je vais y répondre. Voici, vous voyez que l'équipe qui se met en place avec l'architecte d'intérieur, spécialiste IT et le personnel. Je sais pas. Ça, c'est l'inauguration. Donc, on a repris la même photo, mais on l'a mise dans une robe pour l'inauguration. Et vous voyez ici les exposés que nous avons faits. On a essayé de ne pas en faire de trop, mais on a quand même laissé la parole à tous les membres du bureau. Vous voyez, de votre, enfin, j'ose pas faire le calcul, mais d'un côté à l'autre, vous me voyez moi, puis le vice-président néerlandophone, euh, Jacques Vermeeren, le vice-président francophone, Patrice de Smit de Liège, et notre trésorière, Nele Van Houten. Et ici, tout le Conseil national, excusez-moi, je n'ai pas mis de photo des autres entités, et notre ministre du tutelle, qui est une personne éminemment importante pour la profession également, vous vous en doutez. Alors, il y avait une question au niveau des coûts. Oui, tout cela a un coût. C'est un site magnifique et je pense qu'on s'en sort encore pas mal. Mais vous êtes peut-être plus expert immobilier que moi. Mais je pense que ce qui est là tient la route. Nous sommes un ordre public, donc nous ne sommes pas une association, nous sommes tenus au marché public. Et ça ralentit pas mal de choses. Donc chaque fois qu'on dépose, même, je dis toujours en boutade, même acheter un crayon, c'est un marché public pour une administration. C'est extrême, mais c'est vrai. Et donc ici, ben, étant donné que nous étions vraiment pressés et que nous avons vraiment cherché partout, aussi avec l'aide de la Confédération, pour trouver un site correct, ben, on était pressés et finalement, c'est grâce, et je le dis chaque fois, il peut se lever sous les applaudissements de tout le monde, c'est Julian Ismaili qui a pensé au site de Tour et Taxis. Personne n'avait pensé à ça avant. Et on est allé sur place et on a trouvé une solution où le propriétaire a en fait pris en charge la rénovation, ce qui nous a évité de faire des appels d'offres longs et pénibles. Et donc, c'est Nextensa qui s'en est occupé. Nous avons 220 mètres carrés pour un loyer annuel de 44 000 euros, soit quelques 200 euros du mètre carré. C'est pas correct? Je vois. C'est pas bon, hein? Ouais, tout est dedans. C'est tout compris. Ouais. Désolé ouais, désolé de ne pas avoir précisé ça. On a quand même eu un coût initial. On a participé aux travaux à concurrence de 20 000 euros et on a une augmentation. Enfin, ce loyer comprend une augmentation du loyer parce que, en effet, c'est peut-être un peu élevé, mais ça compense les travaux de rénovation qu'ils ont effectués pour nous. Donc, il faut en déduire 5 000 euros par an pendant 6 ans. Donc je pense que de tout dans le tout, on n'est pas trop mal, surtout que le site est vraiment très bien, je pense. Hein, je pense que... L'acoustique est mauvaise, la salle de réunion, l'acoustique est très mauvaise, mais on est occupé à régler ça et normalement d'ici quelques semaines, ce sera au passé. C'est aussi Juliane qui s'en occupe, avec un expert externe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que j'ai entendu quelque chose, non? C'est pas très clair les pendant 6 ans. Donc, en fait, les 44 000 euros comprennent la rénovation. Donc, après, on pourra enlever 5 000 euros par an. Donc, ce sera, après 6 ans, ce sera 39 000 fois indexation, évidemment. Hein, ce ne sera pas 39 000. Ça va? Alors, le site Internet, et c'est là, c'est aussi une raison pour laquelle nous communiquons mal, c'est que le site Internet prend du temps à se mettre en place et que dans le marché, nous avions prévu un module pour vous envoyer facilement à 1785 personnes un email. Ça ne se fait pas facilement. Donc, on avait pris entre-temps un logiciel FlexMail pour faire ça. Mais bon, on ne l'a pas fait beaucoup. Donc, le site Internet est occupé à être mis en place.
le commissaire du gouvernement est content du touch and feel et on va avec les membres du euh, Conseil national et certains mandataires échanger l'adresse parce que pour le moment, ce n'est pas encore en ligne, mais nous espérons le mettre en ligne au courant des prochaines semaines et en tout cas au début 2026, nous espérons qu'il sera bien opérationnel. Il vous permettra de vous connecter, de corriger vos données. Donc, une fois par année, on vous demandera de vérifier si toutes vos données sont correctes et il vous permettra également euh, d'uploader vos attestations de formation permanente et vos certificats d'assurance. Alors ici, pour le budget, on a demandé de la transparence, mais il y aura transparence, c'est même obligatoire. Donc vous voyez ici la composition du budget pour un montant d'environ 1,2 million. Vous voyez le camembert. Un gros frais, c'est le personnel. Euh, Puis à côté de ça, un énorme frais est trop élevé, ce sont les mandataires. Je vous l'ai expliqué, c'est parce que il y a pour le moment un travail qui est fait pour remplacer le directeur. Et même si on engage un directeur au 1er janvier, ben, il faudra encore qu'il ait le temps de s'habituer, de comprendre comment fonctionne le tout. On estime à cela un minimum 6 mois. Mais après, on espère que ce quartier va diminuer et faire place à d'autres investissements. Alors, puis vous avez un certain nombre de dépenses qui sont d'une ampleur assez similaire. Donc, en bleu clair, les experts externes, comme des juristes par exemple, ou la consultance informatique. Le mauve, c'est les systèmes d'information. Donc, ça, c'est un investissement qu'on doit faire pour pour pouvoir avoir accès aux bases de données de la GDP. Alors, il y a les représentations et affiliations internationales en vert clair et en vert foncé. Nous avons décidé ce matin de mettre le paquet sur la communication. Donc, on va essayer d'améliorer ça. On ne va pas non plus vous submerger, hein. On va essayer de tenir au courant régulièrement. Alors, les avancées, ben, nous avons entamé la coopération avec le notariat. Et on les a rencontrés notamment dans le cadre de la révision du livre 7 du Code civil concernant les contrats spéciaux, où nous intervenons au niveau des états des lieux et au niveau du plan joint à l'acte. Donc nous avons, et c'est une première ça, le Conseil fédéral ne faisait pas ça, donc nous avons déposé une proposition à la Commission justice du Parlement pour pouvoir euh, euh, adapter le texte. On ne dit pas qu'on va l'obtenir, mais au moins on a fait une proposition et on a demandé l'aide des notaires. Bon, ils ne nous ont pas promis qu'ils allaient nous aider, mais ils ont quand même quelque part, ils ont donné leur avis et nous avons tenu compte de leur avis, donc ils ne vont sans doute pas contrecarrer nos propositions. Nous avons un groupe de travail NASBEL avec le Conseil supérieur des indépendants et des PME qui est constitué. C'est d'ailleurs une question qui a été posée. Donc oui, nous contrôlons cette problématique et nous avons demandé au secteur de nous fournir de l'information des différentes sous-activités du code géomètre expert qui existe maintenant. Et on va demander à notre personne de contact au Conseil supérieur des indépendants et des PME de négocier avec Stadbel pour mettre en place ces sous-activités. Et donc ça, c'est aussi une grande avancée que nous avons obtenue. Et je ne peux pas mettre cette plume sur le chapeau de l'ordre parce qu'on a obtenu encore à l'époque de l'UBG l'année dernière ils ont accepté de créer l'activité, ou en tout cas la profession de géomètre expert, alors qu'ils étaient contre. Ils ont dit, mais non, on ne veut pas mettre en place un système pour des professions, le NASBEL est pour des activités. Alors je leur ai dit, mais écoutez, nous on est d'accord, hein, mais enlever les architectes et enlever les avocats et enlever les autres professions réglementées, et puis vous pourrez enlever les géomètres experts. Mais tant que ce n'est pas fait, nous souhaitons les géomètres experts, avec les dents longues, ils ont finalement accepté de faire un code spécifique géomètre expert. Et en dessous, il appartiendra à notre groupe commun, et c'est là que je parle d'un syndicalisme de collaboration, c'est qu'ensemble,
nous pouvons arriver au Conseil supérieur des indépendants et PME, vous dites ça et nous disons raison. Et comme on aura plus facilement gain de cause, je pense. Alors, on a envoyé une lettre à Febelfin parce qu'un des géomètres experts avait des problèmes pour obtenir un compte pour tiers dans le cadre de ses activités parce qu'une banque lui refusait. Alors que, bah, d'abord, on a dû faire la recherche, mais il y a en effet une loi de 2024 qui dit que les géomètres experts peuvent, comme les autres professionnels qui gèrent ce type de contrat, disposer d'un compte pour tiers. Alors, qu'est-ce que nous avons encore fait? Nous avons des négociations avec Atumi, qui est une grande organisation flamande de la gestion de l'information. Et donc, nous sommes presque au bout de nos peines avec Atumi, qui se montre très pragmatique et très coopératif. Donc, les géomètres experts auront accès à cette base de données sans problème. Et enfin, bon, je ne devrais pas mettre ça au chapitre des avancées parce que c'est plutôt des reculades. C'est une procession d'Echternach avec la GDP, j'ose le dire. Et la préposée qui m'envoie des mails écrit toujours de la même manière: Bonjour, Monsieur Pirlo, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de lui répondre: Mais non, je ne vais pas bien du tout parce que j'en ai marre de cette procession d'Echternach. Je lui ai dit récemment, je lui ai demandé: Tiens, euh, comment est-il possible que vous nous dites que vous ne pouvez pas nous donner accès aux données de la GDP, notamment les points de comparaison et les, points, et les résultats locatifs. Alors que vous saviez depuis mars 2023 que cette faculté nous avait été donnée, c'est un droit que nous avons et que le législateur nous a donné. Et comment ça se fait que vous n'êtes toujours pas prêt? Alors elle dit: Mais oui, bon, ben, elle ne trouve pas vraiment d'explication. Et je lui demande: Mais euh, quand on pourrait, enfin, j'espère que vous travaillez à une solution. Oui, oui, j'y travaille et je vous en parlerai en temps voulu. Et elle m'a répondu. J'ai dit: Bon, ben, ça, c'est quand même gonflé. En temps voulu, c'était en décembre 2024, hein, et pas en décembre 2025. Tout ça pour vous dire que ça avance difficilement et on va devoir intervenir par la voie ministérielle ou autre, mais il faut qu'on intervienne. Et certains disent même qu'il faut procéder, attaquer la GDP et dire: Désolé, mais on a le droit d'y accéder. Si vous n'êtes pas foutu de nous donner cet accès, ben, on vous attaque en justice. C'est comme ça. Mais bon, vous connaissez mon caractère, j'essaie quand même de trouver un arrangement. J'essaie, vaille que vaille, d'avancer pour ça. Oui, Que l'accès est autorisé quand on a une mission judiciaire. tout à fait. Pas des- Tout à fait. Tout à fait. On a demandé à notre conseil, qui est maître Nicolas Roland, dont le nom doit vous paraître familier. Donc, notre conseil a écrit une note pour justifier l'accès. Et malheureusement, la loi prévoit que s'il y a des problèmes administratifs ou techniques, on pourrait ne pas nous donner l'accès. Mais on ne peut pas nous dire qu'il y a des problèmes administratifs ou techniques puisque les experts judiciaires ont accès. Donc, ce n'est pas possible de nous dire ça. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais on va durcir le ton. Et on a aussi une personne bien introduite auprès du cabinet de M. Yambon. Donc, on va essayer quand même. Mais ceci étant dit, ne rêvez pas. C'est pas parce qu'on va avoir l'accord demain qu'après-demain, vous aurez l'accès, hein. Il faut mettre en place le système d'information, tout le système. Donc, ça prend un certain temps, hein. Une demande de point de comparaison C'est automatisé? C'est automatisé? une demande Oui, oui. Ouais. On va demander que, dans l'attente de la mise en place du système informatique, qu'on puisse tous, même en dehors des expertises judiciaires, pouvoir faire ces demandes écrites. Et ça va prendre son temps, hein. Ils n'ont sans doute pas le personnel pour faire ça. Oui, et le fameux groupe de travail qu'on a avec la GDP, là. lui aussi, on va relancer ça. J'ai demandé ce matin à Thomas Van den Busch d'urgence prévoir une réunion parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont signalés de la part de nos membres avec la GDP qui prend de plus en plus de largesse dans l'évaluation de la manière dont les géomètres experts font leur travail, d'une part. Et d'autre part, lorsqu'on demande maintenant les données, ils ont non seulement on n'a pas accès à ce qu'on a droit, mais maintenant ce qu'on avait déjà accès, ce à quoi on avait déjà accès, ils ont serré la vis parce qu'il faut maintenant le numéro du registre national du propriétaire. Alors que ce n'est pas toujours pour le propriétaire qu'on travaille d'abord. Enfin, bref, c'est une longue histoire, mais on va te convoquer pour relancer ce travail. Je sais qu'Albert était dans ce. Enfin, je dois noter. Voilà.
Alors ici, c'était les questions ouvertes l'année dernière, elles sont toujours d'actualité. Je n'en ai supprimé qu'une et je l'ai remplacée par une autre. Et là, c'est aussi intéressant que vous en parliez entre vous, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont mécontents de la cotisation demandée, donc des 850 euros. Ben bon, ben, vous avez vu tout ce qu'on fait et toutes les dépenses que nous avons. Euh, mais ben, vient l'idée de éventuellement, je dis bien que c'est pas l'idée qui est portée par tout le monde, mais de faire une cotisation fixe moins élevée, plus basse, avec une cotisation variable selon un facteur à déterminer qui pourrait être notamment, un peu comme les assurances, basé sur le chiffre d'affaires. Non, certaines personnes trouvent ça très bien parce qu'ils ont un petit chiffre d'affaires et d'autres ne l'aiment pas. Maintenant, on ne va pas non plus révolutionner le tout, hein. Ce ne sera pas pour passer à 0 € pour les petits chiffres d'affaires. Non, ce sera quelque chose avec un fixe valable, avec une marge. Et puis les autres, ça va être quelque part limité. C'est pas parce qu'on a un énorme chiffre d'affaires qu'on devra payer une énorme cotisation. Mais c'est donc, ce sont toutes sortes de problèmes qu'on essaie de gérer qui ne sont pas faciles à régler et on fera toujours des mécontents, hein. Donc on ne peut pas mettre en place un ordre et rendre tout le monde heureux. J'ai oublié ça. Il y a le chiffre d'affaires. C'est une bonne question. Imagine Ouais, c'est une... un confrère qui fait des courtages, il va avoir un chiffre qui va grossir et l'ordre intervient un peu là-dedans. Bah, Mais du courtage, en principe, oui, non, ça ne compte pas dans les activités, mais tout le reste, oui, hein. ouais, Hein. c'est ça que chiffre d'affaires. Ouais. Oui, mais justement, mais quand tu vois un indépendant complémentaire qui fait un petit chiffre de 20 000 euros par an, ben, lui, il a intérêt à ce que ce soit au chiffre d'affaires, hein. Je sais pas, déclaratif ou comment font les assurances pour contrôler ça? Elles ne contrôlent pas, non? Elles prennent des risques, hein, mais pardon? Hein. Ouais. Mais on essaye de glaner des informations, hein, on ne sait pas comment faire, hein. Parce que prenons le cas du pensionné. On a récemment eu la demande d'un de nos confrères qui dit, oui, mais moi j'ai beaucoup de copains, et d'ailleurs c'est le cas de beaucoup d'entre nous, nous sommes près de la pension. Et avant, ben, c'était pas compliqué. Ils prenaient leur pension, ils continuaient à travailler, ils payaient 25 € de cotisation annuelle, c'était pas grave. Ah, maintenant, ils payent 850 et ben, ça oblige un bon nombre de pensionnés à carrément arrêter leurs activités. Et donc, oui, on peut discuter des heures et des heures sur ce sujet. Euh, Il n'y a pas vraiment de solution qui va contenter tout le monde. Oui? Est-ce que pour faire qui fait des courtages, il doit payer un supplément au niveau des Non, cotisations? non, non, mais je dis que le courtage n'est pas une activité que nous encourageons pour les géomètres experts. Quelqu'un qui est vraiment dans le courtage, ben, c'est pas officiel et c'est pas légal, on lui conseille d'être membre de l'IPI, hein. C'est pour toutes les autres activités qu'on pense plutôt aux géomètres experts. Donc, il y a l'arrêté royal de 2005 qui dit que les géomètres experts sont autorisés à faire des activités d'agents immobiliers, y compris le courtage d'ailleurs, mais il y a quand même de la jurisprudence qui dit que ça doit rester l'accessoire. Ça ne peut pas devenir le principal. Et donc, on ne peut pas avoir un chiffre d'affaires d'1 million en courtage et de 10 000 € en géomètre expert et ne pas être inscrit à l'IPI. Ça, ce serait contre la jurisprudence. Je pense, hein. Je ne suis pas expert, mais c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Mais demandons aux Français, l'Ordre des géomètres experts français travaille sur chiffre d'affaires. Donc, ils ont des tranches, et ils ont une cotisation de 3 000 € de base, hein, pour le plus petit. Pardon? Non, non, non. Non, c'est parce qu'ils gagnent bien leur vie, hein. Et donc, on espère qu'à terme, j'espère que d'ici 30 ans, on n'aura plus de problème. Oui? Pardon, je vais. Oui. Trois associés géomètres, il peut prendre le code d'appel de quoi de la société et tu vas le mettre sur les trois têtes. Tout ça, ce sont des bonnes questions, hein. Je note, je note. Mais on a quand même l'avantage d'avoir l'ordre des géomètres experts français. Euh, c'est notre grand frère, et donc on peut toujours. Non, bon, bon, quand même.
Non, mais ici, on ne pense pas de les rendre plus chers, hein. Ici, on veut garder le même budget et peut-être être un peu moins dur avec ceux qui ont des petits revenus et demander un peu plus à ceux qui ont des gros revenus. Maintenant, c'est souvent ceux qui ont des gros revenus que ça déplaît. Je comprends, hein. Et puis, ce sont ceux qui ont des petits revenus qui ne sont pas contents. Ouais, c'est normal, hein. C'est de l'arithmétique de base, hein. Mais je vous dis, nous, on marche sur de la glace et on essaye de trouver une solution. Actuellement, nous sommes 1785 inscrits. C'est beaucoup, hein, pour un pays comme la Belgique. Quand on pense qu'en France, il y en a 1500, il y a une autre sociologie, une autre structure des cabinets, etc. Mais, mais non, mais je te vois regarder dans ces... Mais je dis ça. Mais c'est pour ça que je te dis, je prends la précaution de dire, ils ont des grands cabinets, ils ont beaucoup d'employés. C'est pour ça que je dis. Mais on peut quand même croire que 1785, c'est peut-être un peu beaucoup pour la Belgique. On peut le croire. Mais c'est les mêmes. Et non, ils ont les mêmes que nous. Ils ont les mêmes prérogatives que nous. Si, si. Si. Ben, des inventaires qui sont faits par les géomètres, dans le cadre d'inventaire amiante, dans le cadre de... oui. C'est une obligation de maintenir des bureaux de géomètres? Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, c'est pas vrai. Mais on peut en discuter on peut en discuter tout à l'heure, mais les géomètres experts français ont quand même des prérogatives qui sont très similaires aux nôtres. Et on a notre arrêté royal avec beaucoup d'activités supplémentaires. Il y avait une autre question? Ouais. Pour les activités de courtage, de gestion et autres, l'IPI avait admis que depuis que nous avions le Conseil fédéral avec la déontologie, que les géomètres qui faisaient ces activités-là, en plus de prérogatives, pouvaient ne pas être membres. Ah oui, c'est écrit dans notre arrêté royal de 2005, ça c'est sûr. Ils peuvent, mais il y a de la jurisprudence, Alain le confirme, qui dit qu'il ne faut pas non plus que ça devienne le principal par rapport à l'accessoire. Ah oui, oui. Mais nous, on ne va pas aller courir à l'IPI et dire qu'on va dénoncer tous les gens. Non, c'est pas notre but, hein. Albert. Moi, j'avais quand même une question sur les grands bureaux où il n'y a qu'un seul géomètre. Donc, moi, j'ai la connaissance de plusieurs bureaux qui font 50 bornages, qui ont 25 employés, et il y a un géomètre inscrit. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a du travail qui est fait, il y a du travail de géomètre qui est fait par des géomètres, mais qui n'est signé que par un seul géomètre mandataire de la société ou mandataire du groupe. Et donc, ça, c'est... Peut-être t'as évolué, là. Oui, j'aimerais. C'est pas ce qu'il disait hier. C'est bien. Voilà, c'est quelque chose que moi, je... Il y a des bureaux, il y a des bureaux où il y a 2 ou 3 géomètres, on va se retrouver, il y en a qui vont se dire, ben, on va mettre qu'un inscrit, et les 2 autres vont quand même continuer le travail, et il y a quelqu'un qui va signer. Ouais, de là, l'intérêt de faire une proportionnalité par rapport au chiffre d'affaires. Hein. Mais soit une proportionnalité chiffre d'affaires, soit un nombre maximum d'affaires traitées par géomètre. Voilà, un géomètre qui fait 1000 bornages par an, ben, j'aimerais bien le voir, moi. Hein. Et celui qui a 50 personnes sous ses ordres, il est capable de le faire. Ouais. Mais comme tu l'as dit, je pense que ce n'est pas la toute première priorité de commencer à trouver ça. Mais d'un autre côté, il faut pouvoir répondre au géomètre expert pensionné qui veut encore faire quelques petits travaux. On doit lui dire, écoute, désolé, non, il faudra payer 850 €. Est-ce qu'on doit lui dire ça? Moi, je crois que la proportionnalité est le seul système valable. Hein. Comme la proportionnalité, je suis désolé, mais c'est basé sur les prérogatives du géomètre. Non. Parce que non. moi, je fais des évaluations, il n'y a pas besoin de géomètre. Mais non, tu n'as pas besoin de géomètre expert, mais on te le conseille quand même. C'était une question qui a été posée, tout à fait, tantôt Luc, je te cède la parole, mais c'est une question qui a été posée. Où en sommes-nous avec la reconnaissance de l'expert immobilier? Je ne pense pas que ce soit une prérogative prérogative de l'ordre de faire ça, mais on en parle avec l'union professionnelle, les unions professionnelles. La FEBEX essaye de mettre en place une réglementation pour les experts immobiliers.
moi, je vous conseillerais de ne pas trop en parler parce que pour le moment, vous êtes les seuls. Le géomètre expert est la seule profession pour laquelle les activités d'expertise immobilière sont réglementées par l'arrêté royal de 2005. Et donc, pour répondre à la question, toutes les activités de géomètre expert tombent sous la compétence de l'ordre, donc y compris pour celui qui ne fait que des expertises immobilières. Maintenant, c'est à vous de faire un calcul, de vous dire, tiens, moi, agent immobilier, enfin, expert immobilier, je m'en sors bien, je n'ai pas besoin du cachet géomètre expert. OK, c'est un choix que vous devez faire, mais d'un autre côté, euh, je pense que c'est quand même un saut de qualité en principe, a priori, et à long terme. Hein. C'est pas demain, c'est pas aujourd'hui ni demain qu'on pourra s'en targuer, mais à terme, on pourra quand même espérer qu'il y aura un, un- un niveau de qualitatif qui augmentera de manière générale. Doit absolument rester dans toutes les activités habituelles du géomètre. Le géomètre est quelqu'un d'éclectique. Il fait du bornage, de l'état des lieux, de l'expertise, du mesurage laser, de la topométrie de précision. Il faut garder toutes ces activités-là. Je pense que c'est important, même si, enfin, si professionnellement une cotisation de 850 € pour la majorité des membres, ce n'est pas non plus quelque chose d'impossible à payer. Hein. Je crois que ça permet de garder toutes ces activités-là. Elles sont quand même reprises dans la loi, elles sont reprises dans la définition du géomètre, on va en discuter dans les codes NACEMEL. Donc, je crois que c'est important de garder ce mouvement-là et de garder le géomètre éclectique qui fait un peu de tout et qui est spécialisé dans beaucoup de domaines. Et oui, j'invite ceux qui ne font que des évaluations et que des états des lieux de rester géomètre expert et de rester à l'ordre. Oui, Luc avait demandé la parole avant. Peuvent être contrôlés aussi par l'ordre, comme le Oui, oui. Conseil fédéral le faisait aussi avant. Ouais. La prime de l'assurance est en fonction du chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Donc, il peut y avoir une corrélation. C'est ce que je voulais dire, oui, en effet. Ouais, bon, on ne veut pas effrayer les gens. C'est pas pour passer de 850 à 3450 pour ceux qui ont un gros chiffre d'affaires. Il y aurait des balises supérieures et inférieures. Hein, donc, mais c'est pour essayer de trouver un modus vivendi, une sorte d'équilibre qui pourrait contenter le plus grand nombre. Oui. Puis j'entends que rester à l'ordre, même si vous faites que de l'expertise, ce qui j'entends bien, il faut que l'ordre défende des experts géomètres par rapport à tous les autres pseudo-experts, dont les agents immobiliers qui se disent experts agréés du seul fait qu'ils sont membres de l'IPI. Alors que l'IPI, c'est agent immobilier, c'est pas expert immobilier. Ben oui. Donc, il faut que l'ordre agisse vis-à-vis de tous ces experts-là. Sinon, il n'y a pas de... Mais agir, on ne peut pas interdire des personnes L'ordre de défense, pas les membres, alors il n'y a pas d'intérêt. Mais oui, mais enfin, moi, j'ai pas connaissance de ça. Mais si, mais moi, bah oui, mais signalez-le à l'ordre et l'ordre écrira à l'IPI. Mais quoi? Non, mais on peut écrire une lettre à l'IPI. Hein. Non, mais j'ai donné à titre d'exemple la lettre à Febelfin, la lettre à CityDef. Comment c'est pas tombé du ciel, ça? Hein. CityDef, c'est un de vos confrères qui a dit, moi j'ai voulu participer à un cahier des charges pour le syndic d'immeubles et j'ai téléphoné pour savoir si je pouvais soumettre et on m'a dit non, vous n'êtes pas agent immobilier. Nous avons écrit une lettre à CityDef pour leur rappeler la législation et pour leur dire que notre membre avait le droit de participer et qu'on leur demandait des comptes. Donc, c'est un exemple de choses. Alors, moi je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas ce problème, mais si on me le signale et si l'Union dit que c'est un gros problème, ben on va agir. Mais bon, on a 1000 feux qui sont allumés là. Oui, à côté. L'action d'initiative, en fait. Parce que si c'est pour nous rapporter, pour ensuite avoir. Non, mais je ne peux pas prendre des initiatives d'un truc que je ne sais pas. Hein. C'était compliqué, ça. Je prends des initiatives. Nasbel, c'est moi qui ai pris l'initiative. Parce que je savais que Yann de Grave avait eu un problème devant le tribunal, etc. Donc j'ai pris. Mais
je ne peux pas inventer des choses que je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que la négociation sectorielle est importante, la concertation, on se voit et ils mettent les problèmes sur la table et on peut, de manière concertée et même comme une pince, venir des deux côtés, eh ben, les gens sentent alors que c'est sérieux. Hein. Mais bon, je vous dis, la première année, on est hors d'haleine, on est crevé, on est en train d'installer cette administration, c'est pas facile. Et je n'ai pu donner que quelques exemples. Hein. Donc, euh, il ne tient qu'à nous d'en faire un résultat valable, mais je pense qu'il faut aussi que ça vienne de tous les membres. Hein. Ce n'est pas uniquement les gens qui ont été élus qui doivent tout régler. Ils doivent beaucoup régler, c'est normal, mais on compte sur chaque membre pour défendre la profession et pour aider l'ordre à devenir un résultat. Un succès, pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait demain pour améliorer les choses? Mais si, j'ai montré. On compte mettre en place un rapport annuel déjà qu'on va vous envoyer. On veut faire appel à un bureau de communication ou en tout cas des spécialistes de communication pour nous aider à faire ça, à faire une meilleure communication. Et encore, mais d'un autre côté, ne vous attendez pas à un raz-de-marée de communication. Hein. Je vous ai déjà dit que l'ordre doit se concentrer sur ses tâches principales, c'est-à-dire de veiller sur le corps, l'article 27, qui dit qu'il faut que les géomètres experts fassent du bon travail. Et ça se fait principalement par les chambres exécutives qui doivent veiller à la qualité du travail rendu et au suivi des plaintes et à l'acceptation des formations de formation continuée. Comment? Ça fait partie, hein, mais ça fait. Ça... Il y a toujours ce conflit avec Oui, mais il n'y a pas. on est plus compétents pour faire des études. Oui, je pense aussi. Ouais. Il n'y a pas, attention, attention, on a parlé tantôt de la FBEI. Il y a en Belgique une série invraisemblable d'associations qui fait de l'expertise. Il ne faut pas s'imaginer que l'ordre va pouvoir maîtriser l'ensemble des sociétés et les faire passer par l'ordre. Ça, à mon avis, c'est quelque chose d'impossible. Je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement le public, le grand public, sache quelles sont les différences, quelles sont les compétences, mais penser qu'on va à un moment donné, que l'ordre va pouvoir dominer le marché complet des états des lieux, des expertises, etc., ça ne serait pas possible. Donc il ne faut pas s'imaginer ça. Donc, oui, mais oui, ça c'est la communication dont vient parler Jean-Yves, mais il ne faut pas non plus rêver à un moment donné à ce que le géomètre expert puisse tout faire en Belgique, tout ce qui concerne l'immobilier. Ça ne sera jamais le cas. Donc il faut effectivement qu'on communique, qu'on se défende, ça je suis d'accord, mais il faut quand même rester dans la limite de ce qui est possible. Parce qu'il est évident qu'on a 10 000 ennemis hein, en Belgique, hein, donc ça c'est certain. Hein. On va pas l'exclusivité, mais une campagne plus Mais bon, oui, mais c'est ça... plus qu'une campagne. Pourquoi tout le monde peut se dire expert? Tout le monde ne peut pas se dire géomètre, tout le monde peut se dire expert. Alors qu'on essaye d'arriver à une réglementation qui dit qu'on ne peut être expert que quelqu'un qui a un diplôme d'expert. Il y a des formations d'expertise, mais n'importe quel quidam se dit expert. Mais ça ne va pas. Il faut se battre pour que ce titre-là soit protégé, au même titre que et que le titre d'expert corresponde à quelque chose de réel, même si ce n'est pas un géomètre. Et il y a des démarches pour ça, mais là je parle de ma connaissance UBG. Je suis encore resté un petit temps à la FEBEX parce qu'il n'y avait pas de successeur. Mais ça se discute au sein de la FEBEX. Hein. Et j'ai appris que... Non, j'ai appris qu'il y a donc un successeur qui est d'accord. Donc, on ne trouvait personne pour me remplacer à la FEBEX où se discute la protection du titre d'expert. Alors, mais d'un autre côté, est-ce vraiment notre intérêt? Je vous rappelle que nous sommes la seule profession de géomètre expert qui peut se vanter d'avoir une réglementation, y compris pour l'expertise immobilière. Est-ce qu'on doit vraiment courir pour que le titre d'expert soit défendu? Est-ce qu'on ne doit pas plutôt faire
Et en effet, des promotions de notre savoir-faire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'invite les gens qui ne font que des estimations et qui ne font que des états des lieux de rester géomètre expert, parce que c'est une garantie de qualité en principe, hein. Ah, mais ça, on peut pas recommencer le débat, mais ça nous a été volé en 2003 par les agents immobiliers. Et on s'est battu comme des diables pour obtenir réparation, et nous avons obtenu réparation par l'arrêté royal de 2005 avec, à l'article 18.3, les activités d'agents immobiliers qu'on peut quand même effectuer. Il y avait Jean qui avait une question? Les notaires, les architectes et les géomètres étaient repris pour faire des évaluations. Une circulaire est arrivée en 2024 et on a rajouté n'importe quel expert qui sort de la rue peut faire des expertises pour les biens publics. Donc, il faudrait qu'on arrive à faire du lobby pour que ce genre de choses arrête. Avant, on avait des personnes qui étaient vraiment bien représentées et il faut pouvoir, même au niveau des gouvernements, dire stop, on a des qualifications et il faut nous respecter. Donc, les biens publics, c'est souvent des biens très particuliers et il faut nos qualités, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais je ne pense pas que l'ordre puisse agir seul. Et je pense que les unions professionnelles doivent prendre position. Et c'est pour ça qu'on a la concertation sectorielle dans laquelle on fixe les priorités et les axes à suivre. Guibert? D'accord d'augmenter la cotisation de 200 € pour que vous puissiez lancer une campagne publicitaire pour faire marquer et profiler le métier. Je n'entends qu'une contestation. Je note. Dans une réunion de la fédération, le président de l'IPI était tout fier d'annoncer que la première spécialité de l'agent immobilier était l'évaluation. Et il se vantait de faire des évaluations écrites et motivées, gratuites pour ses clients. Bah oui, évidemment. C'est absolument le contraire. Oui, mais tu peux pas. Oui. Eh oui, mais attends, tu peux pas demander à un agent immobilier qui va avoir une affaire, qui se bat pour avoir une affaire, parce que c'est ça leur combat, c'est pas le fait de vendre, leur combat, c'est de ramasser des affaires de maisons, etc., à vendre. Tu peux pas lui interdire de préparer son travail. Or, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils préparent leur travail en donnant une évaluation gratuite. Mais si tu veux aller contre... Oui, enfin, mais oui, ou une surévaluation, ça dépend. Le Rousseau, ouais, il y a les deux. Dépend. Donc, je crois qu'aller dans un combat pareil, là, on n'y arrivera jamais. Je pense que personne n'y arrivera. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut essayer de faire des campagnes pour que notre métier soit mieux connu et que montrer que notre qualification est supérieure. Donc, tantôt, j'ai envisagé le fait d'organiser des séances de cours pour les évaluations à faire par un système financier et pas uniquement avoir des points de comparaison. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, on doit augmenter notre qualification de manière à pouvoir être opposé à des gens qui sont, parce qu'on a parlé là de l'IPI, mais il y a aussi tous les purs financiers qui font des évaluations immobilières. Et c'est notamment le cas de très gros marchés pour les propriétés des compagnies d'assurance, etc. Hein, et donc, mais par contre, si nous devions pouvoir dire, nous avons cette formation, eh bien là, on pourrait être géomètre expert, expert financier. C'est ça qu'il faut faire. Il faut augmenter notre qualification. Et c'est seulement quand on aura augmenté notre qualification qu'on pourra effectivement se battre pour avoir de nouvelles prérogatives qui vont s'inscrire dans l'esprit du public automatiquement. Et notre visibilité, quand j'entends un juge de paix de Bruxelles qui dit « Ah, mais si c'est une évaluation, je décide un agent immobilier. » Oui. Donc, il faut évidemment... C'est une question de... Tout à fait. Attention, parce qu'on est presque à la fin. Oui, c'est fini. Ah bon. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que sinon, quel Jean-Yves pourrait répondre?
J'entends un peu d'énervement là. Je rappelle que je compte sur la bienveillance et la courtoisie de tout le monde. Et si nous en sommes là, c'est pas un choix que nous avons posé, c'est parce qu'il y a eu des gros problèmes. Et donc, pour eux, il fallait d'abord approuver le budget, il fallait avancer sur pas mal de fronts, et les cotisations seront envoyées normalement, toutes envoyées pour fin novembre. C'est tard, oui, mais le budget a été aussi approuvé très tardivement. Nous avons lancé la campagne de paiement des cotisations avec les 52 mandataires, et puis nous avons au fur et à mesure élargi en commençant par les néerlandophones. Comme je l'ai dit, notre trésorière est néerlandophone, elle a commencé par là. Et donc, ben, on se dépêche. J'ai donné directive à mettre les bouchées doubles et je vous dis, on déplace des seaux. Donc, la toiture est trouée, enfin, pas celle de nos bureaux, mais je vous donne l'image. La toiture est trouée et on ne fait que déplacer des seaux pour ramasser l'eau qui coule. Et donc, actuellement, j'ai dit au personnel, mettez les bouchées doubles pour les facturations. Et entre-temps, ben, ils arrêtent de contrôler les formations permanentes et les attestations d'assurance. Et on est logé à cette enseigne, c'est comme ça, on fait pour le mieux, mais on compte aussi sur votre compréhension. Et c'est vrai, je comprends que payer une cotisation de 850 en novembre et une autre en mars, c'est désagréable parce qu'on fait une facture de rappel, mais nous sommes quand même tous des adultes et nous savons tous que la cotisation est de 850. Et donc mettons cet argent de côté et payons quand la facture, enfin, la demande de paiement arrive. Je dis toujours facture, mais ce n'est pas une facture, c'est un appel à cotisation personnelle. Voilà. Ici, c'est 850 moins 200, oui, pour ceux qui ont payé. Ceux qui ont payé c'est la fameuse provision électorale, là, eux ne doivent pas. C'est pour une fois, oui. Car... Pardon? Ah oui? Ben, alors, il faut signaler ça. Ah ouais? Pour le paiement? Ben, ça, tu nous... Ah oui, oui. Ouais. Pas pour tous les paiements, ça. Hein. Ouais. Pourtant, la trésorière est flamande. Hein, nous tous, on a mis les trois noms. Les noms français, enfin flamand d'abord, français et germanophone. Dans cet ordre-là. Alors, ce que Belfius a fait, je ne sais pas. Belfius, malheureusement, parce qu'on a toujours des problèmes. On a toujours des problèmes. Pour vous dire, la loi de Murphy, on n'a toujours pas la garantie locative débloquée par Belfius. Presque un an plus tard. Bon, il y a encore une question. Il y a encore une question. Qu'en est-il des gens qui ont payé les 200 € et qui ne souhaitent plus s'inscrire à l'ordre du fait moi, c'est mon cas, je serai pensionné l'année prochaine, fin mars, j'ai terminé. J'ai payé les 200 € parce que je m'attendais à recevoir la cotisation en février 2025 et que, bon, maintenant, on la réclame. Je ne l'ai pas encore reçue personnellement, mais sans doute la recevoir aussi début décembre. Mais moi, qui suis, pour le moment, j'ai arrêté toute activité indépendante, je travaille pour l'administration communale de. Et comment je vais vendre ça à mon administration? Moi, je comptais faire un rapport au collège, leur demander de payer la cotisation pour l'année 2025. Et puis en 2026, ben, je l'aurais suspendu, c'est mon successeur qui l'aurait reprise. Mais dans le cas présent, j'ai payé les 200 €, donc on nous avait bien dit que c'était perdu, ça, je ne discute pas de ça. Mais il m'est revenu à mes oreilles qu'un confrère qui est dans le même cas a reçu sa cotisation, il a dit, eh ben, moi je prends ma portion, donc je ne paye pas. On lui a dit, ah non, non, vous avez payé les 200, maintenant vous devez payer les 650. Bah, ça m'étonne. Hein? Ça m'étonnerait qu'on ait dit ça comme ça, mais peut-être. Non, non, non. Oui, mais. Je vais te répondre par une boutade, parce que j'ai le plaisir d'avoir mes bureaux sur la commune d'Auderghem, puisque tu travailles à Auderghem, et je viens de recevoir ma demande de paiement pour mes taxes de bureau.
Donc, ils ne vont pas avoir difficile à comprendre qu'une cotisation peut arriver à la fin de l'année, hein. Mais plus sérieusement, plus sérieusement, donc le cas d'espèce se présente en effet et on n'a pas encore répondu à ces gens. Donc c'est pour ça que c'est étonnant, mais il se peut toujours. Attendez, attendez. Oui, oui, mais j'allais y arriver. Il se peut toujours qu'un greffier ou l'autre ait quand même lâché une phrase ou l'autre. C'est pas facile à gérer, hein, parce qu'on leur dit ce qu'ils doivent dire, mais parfois ils sont. Allez, on peut pas non plus leur en vouloir. Ils sont motivés, et parfois ils font un peu de zèle et ils envoient une réponse qu'ils croient être juste et qui n'est pas juste. En fait, ce qui a été décidé au niveau du bureau de l'ordre, c'est qu'on peut encore demander son omission rétroactive à la date du 1er janvier 2025, à condition, évidemment, de ne pas avoir porté le titre de géomètre expert en 2025 et de ne pas avoir fait d'activité de géomètre expert, sans quoi tous les actes posés seraient caducs. Donc vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire la crémière. Soit vous avez travaillé, vous payez, vous n'avez pas travaillé, vous payez pas. Ça, c'est la latitude qu'on a mis en place. Et donc, dans ton cas d'espèce, tu es à la commune doit payer, mais toi pas. Si tu avais un... Et tu demandes ton omission de ton numéro Géo à la date du 1er janvier 2025 et tu certifies sur l'honneur que tu n'as pas eu... non, 25. Tu peux demander ton omission rétroactive, mais tu dois déclarer sur l'honneur que tu n'as pas eu d'activité de géomètre expert indépendant sur toute l'année 2025. Ça, c'est une flexibilité qu'on a installée, mais on ne va pas la répéter en 2026. Ça ne sera pas possible, hein. Il faut bien savoir. Et alors, quelqu'un d'autre a demandé si on ne pouvait pas envoyer les factures en décembre. Oui, oui, ça peut être une bonne aide. Enfin, pas cette année-ci, ce sera en mars. Mais pour 2027, on pourrait imaginer d'envoyer la facture, enfin, non, pardon, la demande de cotisation en décembre. Ça va réveiller les uns et les autres. Mais bon, soyez quand même de bon compte. Si vous voulez arrêter votre activité, pensez-y à temps et demandez votre omission et ne la demandez pas le 24 décembre, hein. Votre omission, il vaut mieux la demander quand vous savez que vous allez arrêter fin décembre, vous demandez ça au mois d'octobre, ça donne 3, 4, 5 réunions de la Chambre exécutive pour accepter votre omission, et alors vous ne serez plus embêté. Alors on a aussi demandé, mais je pourrais parler comme ça pendant toute la journée, donc je m'arrête sur celle-là, on a demandé que faire quand on arrête, on suspend ses activités. Et ça, c'est possible. Donc, vous pouvez très bien demander votre omission du tableau, même à 30 ans, et dire ben, je reviendrai peut-être dans 10 ans. Alors, vous ne payerez plus de cotisation, bien entendu. Vous pouvez sans doute plus payer d'assurance, mais peut-être ça dépend de votre contrat d'assurance pour les garanties, etc. Ça, je ne sais pas, mais ça, vous devez voir avec votre assureur. Vous ne devez pas suivre de formation permanente, mais on vous invite quand même à le faire. Parce que après X années, il y aura un examen d'aptitude professionnelle. Donc après, et pour le moment dans l'arrêté royal, dans le projet, il est question de 3 années. Donc vous partez pendant 3 années sur une croisière et vous revenez après 3 années, vous voulez redevenir géomètre expert, vous devrez passer un petit examen d'aptitude professionnelle dans lequel on vérifiera si vous êtes tenu au courant de l'évolution des matières. Voilà. Excusez-moi, encore 2 questions. 1 et 2. Vas-y, tu étais le premier. Mais on a mis en place, en toute humilité, un groupe de travail communication qui a regardé le folder que vous avez développé à l'UGEP et on le soutient. On va faire quelques commentaires de notre côté. On va essayer nous-mêmes de faire des communications également. Seulement, le commissaire du gouvernement nous a déjà, parce qu'on ne fait pas non plus ce qu'on veut, on a le ministre et le commissaire du gouvernement qui nous regarde, il nous a dit, ce ne sont pas vos affaires, ça. Vous n'avez pas à faire la promotion de la profession, vous devez faire la promotion de l'ordre. Et moi, j'ai dit, bah, écoutez, si on nous contacte, si une de nos associations professionnelles nous contacte, nous demande de l'aide, ben on peut aider, hein. Donc, j'ai pris ça sur moi. Mais, donc, vous voyez qu'on ne fait pas non plus ce qu'on veut au niveau des activités. Je pense que c'est plutôt dans les rangs de l'UBG. Quand même aussi, hein. Moi, je pense qu'il faut aussi que l'ordre, quelque part, fasse des promotions, mais Je suis On veut une fédération forte, à l'image des notaires, une fédération des géomètres plus importante, et l'ordre qui s'occuperait des problèmes juridiques, des problèmes de reconnaissance, d'expertise, des problèmes
de reconnaissance du métier, des codes, etc. Et avoir une fédération qui serait beaucoup plus forte et beaucoup plus proactive sur la promotion du métier. Non, Moi- ouais. Ouais. Moi, j'espère quand même que l'ordre, comme vient de le dire Jean-Yves, pourra intervenir, parce que nous avons déjà demandé, en tant qu'UGEP, le compteur Delforge a demandé des offres pour effectivement faire notre promotion, c'est-à-dire parce qu'on appelle des bulles, hein, donc vous savez ce que c'est, donc des petites séances vidéo qui pourraient être des capsules, pardon, qui pourraient, des bulles, mais c'est capsules, qui pourraient effectivement faire notre promotion. A priori, l'offre que j'ai reçue est une offre qu'on ne peut pas assumer. Donc, les sommes sont considérables. Si on veut avoir une visibilité, hein, et que donc ces capsules puissent servir à quelque chose et qu'on puisse vraiment conscientiser, ça coûte très cher. Donc, j'espère au contraire qu'effectivement, on ne va pas nous tout prendre en charge et que l'ordre sera éventuellement pourra collaborer financièrement à ces campagnes. Voilà. Vas-y. Il y a quelque chose qui m'étonne quand même, c'est que on est en train là maintenant à nouveau de dire que l'ordre doit venir en aide ou doit venir dans l'activité pour la promotion de choses de notre profession. Et puis là maintenant tu viens de parler de ces capsules, c'est hors de prix. J'ai vu passer les montants, c'est hors de prix. Et ça fait, voilà. L'année dernière, c'est passé complètement à la trappe. Moi je trouve que c'est une catastrophe. Et cette année-ci, on est en train de cramer comme pas possible pour trouver une dizaine de confrères qui seraient présents au Salon du Siècle le 28 novembre. Et je le répète, on est en train de cramer comme c'est pas possible. C'est Delforge qui s'en est occupé, je crois. L'année dernière, je ne veux pas dire qui s'en est occupé parce que sinon on va encore dire que c'est rare que je taise le nom. Mais voilà. Et là, tout le monde est en train de dire ouais, on donne de l'argent à l'ordre, c'est l'ordre qui doit faire ça. Puis après, l'UBG dit oui, mais non, c'est plus la promotion. Et il n'y a personne. Qui va se lever là maintenant et va dire ok, moi le 28 ou le 29, c'est le 28 le 29, je crois, novembre, je vais passer 2 heures à Tour Taxi pour la promotion de notre profession pour faire des écoles. Allez, j'attends. Ben, je crois qu'effectivement, c'est. Ben oui, mais je crois que c'est plus. Oui, mais c'est plus facile. Profession, 2 heures données à l'avenir de la profession, plus le ticket plastique pour aller jusqu'à Tour et Taxi, c'est plus facile que se marquer. Allez, qui va se lever? C'est ceux qui sont en train de. Voilà. Mais c'est toujours les mêmes. Hein. Ouais, mais ça, c'est moi, j'ai dit que j'avais donné plus que mon compte cette année-ci, et l'année prochaine, je ferai encore plus que mon compte, je n'y vais pas. L'année dernière, j'avais dit OK. J'avais dit je vais 2 heures et à qui je dois m'adresser. Mais puis après 2 jours. Oui, même ça, j'avais dit, on a été avertis au dernier moment, et même ça, j'ai dit OK, à qui je dois m'adresser. Et la table est restée vide parce que le confrère a dit, je répète, ah oui, j'ai essayé, mais vu le manque d'enthousiasme, j'ai abandonné. On fera mieux l'année prochaine. L'année prochaine, on est le nez dedans. Ah ouais, et donc, cette année-ci, 2025, on va dire, eh ben, on fera mieux au siècle l'année prochaine, 2026. Et dans 10 ans, quand on sera tous morts, presque ici, enfin, moi peut-être, eh bien, on aurait dit, ah, c'est bête, on aurait pu aller. Oui, enfin, écoute, je crois que c'est un problème. Tantôt, j'ai demandé qu'il y ait plus de monde qui participe, que ce soit au conseil d'administration ou que ce soit. C'est un problème général. On a tous ce problème. On est de plus en plus occupés, y compris par notre GSM. Et donc, en fait, ce temps, il manque à tout le monde. Alors, dire que tu n'es pas d'accord. J'ai que moi, ce n'est pas le grand amour. Il y a 1 an, j'ai téléphoné à Jeep et j'ai dit, moi, je veux bien faire mon petit soldat et me mettre sur les listes. Et j'ai fait mon boulot et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais le soir des élections, on m'a dit, c'est bien. Et j'ai dit, l'ordre, c'est le chant du cygne. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est le chant du cygne. Si on ne bouge pas, si on ne réagit pas, l'ordre, Jean-Yves, ce n'est pas pour 5 ans qu'il va faire ça. Il va mourir avant. Il va emmener les parents et il va acheter son tablier avant. Et celui qui va reprendre va dire non, merci. Et tout ce qu'il fait, ça va vraiment servir pour rien.
Moi, je suis. Et ici, à Bruxelles, c'est pire encore, c'est pire qu'en province. Hein. Parce qu'en province, c'est encore des jeunes. Donc, qu'on fasse le sondage ici pour voir qui a moins de 40 ans. Oui, enfin, écoute, je suis Bah, pas d'accord. je dis la salle, j'en vois quand même beaucoup qui ont moins de 40 ans. Ouais, il y en a quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns. C'est rassurant de voir les jeunes qui sont dans la salle. Bon, on va donner la parole à Jean Amcourt maintenant. Jean. Sa présentation.